Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler préjudice corporel, le rôle de l'expertise médicale dans la procédure d'indemnisation. On évoquera également les déplacements domicile-travail, les droits et obligations de l'employeur et enfin, peut-on télétravailler depuis l'étranger ? On débute tout de suite cette émission avec mon invité Adrien Muller, avocat en préjudice corporel. On va parler préjudice corporel, le rôle de l'expertise médicale dans la procédure d'indemnisation. Adrien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quels sont les enjeux de l'expertise médicale en matière d'indemnisation ? L'expertise médicale pour l'indemnisation du dommage corporel, elle est fondamentale dans le sens où elle va permettre de faire un lien entre les blessures et les séquelles d'une victime et une évaluation après en termes indemnitaires. C'est-à-dire que lorsque on est juriste comme moi et qu'on prend connaissance d'un dossier médical, on n'est pas capable comme ça d'en faire une évaluation indemnitaire tout de suite. On a besoin justement de médecins qui vont retranscrire justement ce qui se passe au niveau du corps et au niveau aussi également de la psychologie et en quoi on peut le traduire en termes indemnitaires. Donc les médecins vont utiliser des barèmes, ils vont utiliser des postes, des grilles, ils vont préciser des postes de préjudice. Ce qu'on appelle des postes de préjudice, ça veut dire tous les aspects de la vie d'une personne, et ils vont faire une évaluation de tout ça, qu'ils vont ensuite transmettre aux juristes comme moi, aux avocats, aux compagnies d'assurance, etc., pour qu'on puisse ensuite en faire des calculs et aboutir à une indemnisation des préjudices de la victime. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer en matière d'expertise médicale ? Les principales difficultés, ça va être parfois au stade amiable, parfois au stade judiciaire. C'est essentiellement le fait que, dans certains cas, les médecins ne vont pas se mettre d'accord sur l'évaluation de la victime. Tout simplement, lorsqu'on a par exemple deux médecins qui se rencontrent, un médecin pour la victime et un médecin pour le régleur, l'assureur en général, ils sont censés évaluer les préjudices ensemble et ils peuvent ne pas être d'accord sur l'évaluation qu'ils donnent pour plein de raisons. Par exemple, la victime peut avoir un état antérieur qui peut influer sur les préjudices qu'elle a à la suite d'un accident. Et là, il peut y avoir une discussion sur un état antérieur. La victime peut avoir des conséquences professionnelles, par exemple, et l'un des médecins peut dire « Moi, j'estime que les conséquences professionnelles ne sont pas entièrement imputables à cet accident ». Ce sont des exemples, donc on peut avoir des désaccords principalement au niveau de l'expertise médicale. Alors, dans quel cas passe-t-on par une expertise médicale amiable, judiciaire, voire arbitrale ? Alors, ce sont les trois hypothèses d'expertise médicale. La première, l'amiable, généralement, on commence par là. On essaie de trouver un terrain d'entente. Chaque partie va être idéalement représentée par un médecin conseil, l'assureur, la victime, et ça peut être aussi le fonds de garantie quand il n'y a pas d'assureur ou quand on est dans un cadre d'agression. Et donc, on essaie de trouver un terrain d'entente. Si ce terrain d'entente n'est pas possible, si on voit qu'il y a des désaccords importants sur l'évaluation des préjudices de la victime, à ce moment-là, on peut envisager un arbitrage ou une expertise judiciaire. Alors, quelle est la différence entre les deux ? L'expertise judiciaire, ça va être tout simplement le fait de demander à un tribunal de désigner un expert indépendant, alors que l'arbitrage, ça va être un accord des deux parties qui vont dire « nous soumettons à tel expert de trancher le litige et de décider de l'indemnisation ». Quel est l'avantage de l'arbitrage, par exemple ? Alors, l'arbitrage, je dirais que l'avantage, c'est que les deux parties vont pouvoir se mettre d'accord sur le nom de l'expert qu'elle désigne pour trouver une solution aux différences. Alors que au judiciaire, la différence principale, c'est que ça va être le juge qui va décider du nom de l'expert, ce qui peut être une insécurité pour les deux parties, puisqu'ils ne savent pas sur qui ils vont tomber. Alors revenons sur l'expertise médicale. Comment ça se déroule en pratique ? Alors en pratique, c'est assez simple. L'expertise médicale, c'est avant tout un examen de la victime et de son dossier médical. Ça veut dire que toutes les parties vont se retrouver à ce rendez-vous, c'est une réunion, avec les médecins ou l'expert judiciaire ou arbitre qui va décider de l'évaluation. Et puis, on va d'abord étudier le dossier médical tous ensemble, avec la victime. Ensuite, la victime sera examinée par les médecins uniquement. En principe, les juristes et les avocats sortent de la pièce au moment de l'examen. Et puis, ensuite, à la fin, on aura une discussion entre professionnels, généralement, pour évaluer les préjudices. Et il y a une grille d'indemnisation ? Oui, tout à fait. Les experts, les médecins qui sont diplômés, c'est une spécialité spécifique, c'est-à-dire que ils ne pratiquent généralement pas d'autres domaines de la médecine.
Ils sont experts et donc ils sont diplômés en réparation du dommage corporel et ils suivent ce qu'on appelle le barème du concours médical. Donc ils ont un barème pour évaluer les séquelles de la victime. Et ils suivent également la nomenclature d'Intillac. La nomenclature d'Intillac, c'est une liste des préjudices qu'on va évaluer en expertise justement, et ensuite qu'on pourra traduire en termes indemnitaires. Quelle marge ils ont pour évaluer le préjudice ? Alors, étant donné que ce ne sont pas des règles légales, toutes ces grilles, elles sont purement indicatives. Ça veut dire que chaque expert a sa propre évaluation. Souvent, on va dire que lorsqu'ils ont pas mal de pratiques, ils arrivent à peu près au même résultat. Mais chaque expert a quand même son propre avis. Et parfois, il y a des désaccords. Donc, il n'y a pas vraiment de barème précis où on arrive à chaque fois au même résultat. C'est pour ça que parfois, il y a la voie judiciaire qui s'impose. Oui, et justement, bien souvent, on arrive à des résultats différents entre les experts. Et donc, on a besoin de quelqu'un pour trancher. On va conclure là-dessus. Merci Adrien Muller d'être passé sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Peut-on télétravailler depuis l'étranger ? On en parle tout de suite avec mon invitée, Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, tout salarié en télétravail a-t-il le droit de travailler depuis l'étranger ? Alors, on va parler considération exclue déjà des dispositions qui ont été prises en matière de tolérance pendant la pandémie. On va exclure toute la législation spécifique au détachement, à l'expatriation, aux travailleurs transfrontaliers et à la pluriactivité. Et on va parler ici uniquement du télétravail permanent. On ne va pas parler du télétravail un jour, rajouter un séjour au Maroc qui pose pas forcément souci en la matière. Donc si on parle de télétravail permanent, alors aujourd'hui, il n'y a rien, Arnaud, il n'y a rien dans le Code du travail et il n'y a rien dans les accords nationaux interprofessionnels qui réglementent le télétravail en France. Alors comment fait-on ? On a un vide juridique total. Alors comment fait-on ? Donc en droit, il n'y a rien. Alors il faut savoir que, grosso modo, on a deux libertés fondamentales qui s'opposent. Celle d'entreprendre de l'employeur. On a un contrat de travail qui demeure, quand bien même on peut être à 10 000 km, avec un lien de subordination qui demeure, et un employeur qui reste responsable de la sécurité du salarié. Mais, de l'autre côté, on a la liberté du domicile du salarié. Il peut faire ce qu'il veut, il peut s'installer où il veut. Alors, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'un salarié a le droit d'aller télétravailler à l'étranger si son employeur dit non ? Est-ce qu'il pourrait se faire licencier ? Au jour d'aujourd'hui, la question n'est pas claire et n'est pas tranchée. Par contre, on a eu un arrêt de cour d'appel de Versailles du 10 mars 2022, donc assez récent, qui a été rendu à propos d'un travailleur sédentaire, donc pas de télétravail, mais il y a une entorse à l'obligation, la liberté fondamentale du domicile, dans le sens où la Cour d'appel a considéré que le salarié s'était établi à 450 km du lieu de travail et que ça justifiait le licenciement parce qu'en fait, l'employeur n'était plus en mesure de prévenir l'obligation de santé et de sécurité de son salarié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, est-ce que la Cour de cassation va peut-être juger dans un même sens, peut-être à l'échelle européenne, pour le télétravailleur? Peut-être, rien n'en est moins sûr. Alors, petit 2, je voulais ajouter qu'en fait, le télétravail peut être réglementé dans un accord collectif ou dans une charte. Donc, il faudra quand même regarder ce point parce que certaines entreprises ont déjà prévu des choses sur le télétravail à l'étranger, notamment, par exemple, Capgemini, qui est venu interdire purement et simplement le télétravail à l'étranger. Alors, bon... À ce moment-là, il n'y a plus de doute. Voilà, il n'y a plus de doute, mais à mon sens, c'est une solution d'attente dans le sens où l'entreprise... Comme ça se développe fortement avec tous ces nombreux séjours télétravail, ces visas qui se développent, l'entreprise risque de perdre en attractivité et de perdre des bons éléments. Et il y a d'autres entreprises comme Bayer qui, dans leur charte, ont indiqué qu'en fait le télétravail à l'étranger est autorisé de manière ponctuelle, il doit rester exceptionnel et sous couvert de l'accord du manager. Alors, est-ce que le salarié, lui, peut-il cacher, ne pas communiquer le lieu d'où il télétravaille ? Alors, c'est une bonne question.
Alors, c'est vrai que déjà, il faudra regarder dans la charte ou dans l'accord collectif. Peut-être que la chose va être réglée. Il faut l'accord du manager ou il faut un avenant individuel au contrat de travail. Sinon, j'ai tendance à considérer qu'en fait, en application du principe de loyauté, du devoir de loyauté du salarié, qui est un principe contractuel inhérent au contrat de travail, le salarié doit communiquer son lieu de télétravail à l'employeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le télétravail fait peser de multiples obligations à l'employeur notamment. Alors, je m'en explique rapidement. En matière de loi, les parties peuvent avoir choisi la loi applicable au contrat de travail, mais si le salarié part télétravail à l'étranger, alors il est possible, en application des principes de conflit de loi et du fait de l'application des lois impératives, ce qu'on appelle aussi d'ordre public de l'état d'accueil, qu'une autre loi s'applique. Alors, j'explique à petite échelle, si un salarié télétravaille, un salarié d'une entreprise française part télétravailler, alors je prends un exemple tout simple en Allemagne, il est possible que les lois considérées comme impératives de l'Allemagne viennent s'appliquer à la relation de travail, quand bien même l'entreprise et le travailleur ont choisi la loi française. Alors, il y a le problème également au niveau de la sécurité sociale, ce qui est quand même pas des moindres, puisque c'est tout ce qui est accident du travail, remboursement, hospitalisation, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, le principe, la règle, c'est l'assujettissement à la sécurité sociale de l'état d'accueil. Donc, il peut y avoir des conventions bilatérales de sécurité sociale, auquel cas c'est réglementé, il y en a 41, mais donc ce qui inclut pas tous les pays. Mais sinon, sans étude approfondie, il y a vraiment un risque de double assujettissement à la sécurité sociale, ce qui génère un surcoût et pour le salarié et pour l'employeur. Il y a également une problématique au niveau fiscal. S'il n'y a pas une convention bilatérale de fiscalité qui a été conclue, alors il y en a 51, il y en a pas mal, mais quand même, il y a également aussi un risque de double assujettissement en matière de fiscalité et un risque en plus d'établissement permanent pour l'employeur. En matière d'immigration, donc là, le salarié doit s'assurer d'avoir les bons visas. Alors, on sait qu'il y a pas mal de choses qui ont permis, mais c'est pas tous les pays. Et parfois, dans certains pays, il faudra que l'employeur dispose d'un établissement pour pouvoir pour que le salarié puisse télétravailler depuis là-bas. Donc, la problématique n'est vraiment absolument pas simple. Donc, on voit que les questions juridiques sont nombreuses. Tout à fait. Alors, qu'en est-il pour le salarié au niveau de ses obligations pour le salarié qui est en télétravail depuis l'étranger ? Alors, aujourd'hui, les obligations du salarié qui télétravaille depuis l'étranger sont stricto sensu, je répète, les mêmes que le télétravailleur à domicile ou même que le travailleur au bureau. Donc, ça pose d'énormes soucis. Quid si l'assurance à l'étranger n'est pas bonne, l'assurance habitation? Quid si l'employeur demande à ce que le salarié revienne le lendemain pour une réunion importante et qu'en termes de délai voyage, ça marche pas. Quid s'il y a une réunion en visioconférence et que ça tombe pendant la nuit? Il y a 40 000 petits points à valider, à prévoir. Et donc, je pense que en termes d'obligations, même s'il n'y a pas une liste, même ça part en fait de la bonne entente et qu'un bon télétravail, un télétravail à l'étranger ne peut réussir que c'est une bonne entente et si c'est balisé au préalable avec l'employeur. Donc, communiquer entre employeur et salarié pour que ça se passe bien. Tout à fait. On va conclure là-dessus. Merci Angélique d'être passée sur notre plateau. Merci. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est Lex Inside. On va parler des déplacements domicile-travail, des droits et obligations de l'employeur avec mon invité Henri Guyot, avocat associé chez BRL Avocats. Henri, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors en principe, quelles sont les modalités relatives à la prise en charge des frais de déplacement ? Alors, l'employeur n'a pas à prendre en charge les frais de déplacement de son collaborateur entre son domicile et le lieu où il va exercer son travail. On va avoir deux exceptions qu'on va relever dans le Code du travail. Une première exception qui est l'obligation de prendre en charge 50% des abonnements aux frais de transport collectif de voyageurs. Si on le dit autrement, et je ne sais pas si on peut faire de publicité, mais 50% du pass Navigo pour les salariés de région parisienne, ou éventuellement 50% d'un abonnement de trajet en train, 50% d'un abonnement de transport de vélo en libre service qu'on peut avoir dans les différentes villes.
Donc aucune obligation ne pèse donc sur l'employeur dont le salarié choisirait le confort de sa voiture plutôt que les transports en commun? Exactement, c'est exactement ça. C'est le partir du moment où le salarié fait le choix du confort de sa voiture, il assume financièrement le choix de ce confort et l'employeur n'est pas tenu de prendre autre chose que 50% de l'abonnement aux frais de transport en commun. Alors dans le contexte actuel d'explosion des coûts du carburant, quelles sont les obligations qui pèsent sur l'employeur? Alors, à date, l'employeur n'est pas tenu plus qu'il n'était avant le mini-choc pétrolier que l'on est en train de vivre. On a juste une mesure qui a été décidée par le gouvernement et qui est imputée et qui est une obligation des pouvoirs publics, qui a été le chèque inflation à hauteur de 100 euros que l'employeur a dû verser puis se faire rembourser par l'État. Mais en dehors de ce mécanisme-là, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'imposition à l'employeur de mettre en place une compensation liée au choc pétrolier. Est-ce que la jurisprudence pourrait influer, changer cela? Alors, la jurisprudence aujourd'hui, elle a un rôle très important en matière de droit social. Elle a un rôle très important parce que de tout temps, elle a interprété le Code du travail, mais aujourd'hui, la jurisprudence, elle a un rôle encore plus important parce que non seulement elle interprète le Code du travail, mais en plus, elle veille à la bonne application de tous les accords collectifs. Et vous le savez, aujourd'hui, le droit du travail est un droit de l'accord collectif. Tout est décidé en tout cas, c'est la volonté du législateur que d'utiliser l'accord collectif comme norme, et donc, pour le juge, qui dit norme, dit interprétation et vérification de la bonne application de la norme. Donc, si on met en place un accord dans lequel on prévoit des compensations, oui, la jurisprudence aura vocation à s'assurer, de la bonne application de l'accord, et éventuellement, de son interprétation. En dehors de ce contexte-là, le juge n'aura pas le pouvoir d'imposer de nouvelles obligations aux employeurs. Pour terminer, quelles sont les bonnes pratiques à retenir pour les employeurs qui nous regardent? Alors, pour les employeurs qui nous regardent, on va avoir des sollicitations de la part des organisations syndicales ou des représentants du personnel qui vont demander ou qui vont revendiquer, selon l'expression consacrée, des nouveaux droits liés à cette augmentation. Et on le voit bien dans les périodes de NAO ou dans les entreprises dans lesquelles on rencontre des NAO, où on a des organisations syndicales qui nous disent il faut tenir compte d'une part de l'inflation d'une manière générale, et d'autre part, et tout particulièrement, des frais liés au transport. Et pour ça, pour le coup, on a plusieurs mesures qu'on peut envisager de mettre en place. Quelles sont-elles? On a d'une part le forfait mobilité durable qui offre une enveloppe de 500 euros exonérée socialement, exonérée fiscalement au bénéfice des salariés. Et après, on pourrait envisager des dispositifs peut-être un peu moins orientés déplacement, mobilité, mais qui, si la question est de donner du pouvoir d'achat, et on voit bien que dans le cadre de l'élection présidentielle actuelle, la question du pouvoir d'achat est un des sujets majeurs. Si la question c'est de donner du pouvoir d'achat, on peut très bien envisager de faire pour les entreprises qui en sont dotées, par exemple, un supplément d'intéressement qui permet de donner du véritable pouvoir d'achat, en ce sens que c'est de l'argent qui est non chargé, non fiscalisé, et donc qui, s'il est bien utilisé derrière, avec un PE et tous les dispositifs qu'on peut envisager, permettent d'augmenter le pouvoir d'achat des collaborateurs. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside sur Décideur TV.